que nous avons pensé, donc avec l'équipe d'animation de ces webinaires, qu'il était important de vous présenter ce dispositif du RMT Travail. Donc, mais je suis un peu embêtée parce que nous sommes aujourd'hui sur une version qui s'achève, donc fin 2025, et une autre dont nous espérons qu'elle va démarrer en 2026. Donc, je ne savais pas trop laquelle vous présenter, donc je vais vous présenter les deux. Voilà, voilà, en essayant de ne pas trop déborder sur le temps, et je compte sur Stéphanie ou Cécile pour me dire stop, stop, Sophie, ça suffit. Euh, il faut maintenant s'arrêter. Alors, je vais vous présenter le RMT Travail, sachant qu'il a un petit historique, hein, puisque le premier RMT Travail donc, a été agréé en 2007. Il y a presque 20 ans de ça. Donc, deux périodes de RMT Travail en élevage se sont succédées, donc de 2007 à 2013, puis 2014 à 2019. Et ils ont traité à la fois des problèmes de conseil, travail, de référentiel sur les temps de travaux, d'attractivité des métiers, de nouvelles technologies, de durabilité sociale, de santé au travail. Et le RMT Travail en agriculture, qui a démarré en 2020, se termine en décembre 2025. Et nous espérons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il laisse la place au RMT 2026-2030. Donc, que nous avons déposé un projet qui porte le nom de RMT Travail et renouvellement des actifs agricoles, le RMT Trace, qui va s'ouvrir aux questions d'emploi et aux questions de métier. Le dossier donc a été déposé le 30 juin et nous le soutenons à l'oral jeudi prochain. Merci d'avoir une petite pensée pour nous jeudi à 15h15. Donc, le RMT actuel rassemble 50 partenaires de la recherche, du développement et de la formation. Ces partenaires, donc, qui regroupent des spécialistes du travail, comme des ergonomes, des sociologues, des psychologues, comme Philippe Spoljar, s'il nous rejoint, mais aussi des enseignants, des conseillers qui sont confrontés à des problématiques de travail sur le terrain. Juste pour dire que tout le monde n'est pas spécialiste du travail dans le RMT Travail. Alors, le RMT Travail actuel, hein, le RMT Travail en agriculture, a pour objet donc d'œuvrer à la fois une agriculture qui soit plus vivable, plus durable socialement et qui concilie le bien-être des travailleurs et leur capacité à se transformer, de façon à ce que le travail ne soit plus simplement qu'une variable d'ajustement, comme c'est souvent le cas malheureusement encore aujourd'hui, mais devienne un véritable levier des organisations et des systèmes agricoles. Et pour vous dire aussi que les préoccupations de productivité du travail qui étaient prédominantes donc, dans les années 1990-2000 hein, ont été étendues depuis quelques années déjà aux préoccupations de qualité de vie au travail, bien-être au travail, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez les dispositifs des RMT. Simplement, donc, je me permets de vous rappeler ici les objectifs généraux des RMT, pas que le RMT Travail, de tous les RMT, de la vingtaine de RMT ou des 25 RMT qui existent donc aujourd'hui en France. Leur objectif, donc, eh bien, ces RMT visent à créer une synergie entre les différents acteurs de la recherche, du développement, de la formation, de l'enseignement, etc., pour favoriser à la fois le partage d'informations et amplifier leur diffusion, et pour renforcer les collaborations qui sont nécessaires au montage et à la conduite de projets qui produiront de nouvelles connaissances et de nouveaux outils et méthodes qu'évidemment nous allons de nouveau partager, diffuser, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour l'objectif général des RMT. Le RMT Travail en agriculture est organisé en 4 axes. C'est celui qui existe actuellement. Alors, le premier axe vise à comprendre les transformations de l'agriculture, comme la transition écologique, les circuits alimentaires de proximité, le bien-être animal, et son objet donc est bien d'analyser les impacts de toutes ces transformations sur le travail et les collectifs de main-d'œuvre. Le deuxième axe, lui, concerne les organisations collectives du travail dans les territoires, entre exploitations, donc pas à l'échelle de l'exploitation. Le projet Coagit, par exemple, qui a été porté par l'ECUMA, a notamment proposé un outil de dialogue sur le travail au sein de ces collectifs d'exploitation,
pour améliorer leur pérennité. Dans l'axe qualité de vie au travail, nous nous sommes notamment intéressés aux questions de santé physique, bien sûr, mais comme depuis de nombreuses années, mais aussi aux questions de santé psychique, ainsi qu'au rapport entre le sens au travail et la santé, comme le présentera Philippe lors de son intervention tout à l'heure. Et enfin, le quatrième axe sur la prise en compte du travail dans l'accompagnement et la formation, ben, ce quatrième axe est transversal aux trois premiers et il a pour objet en fait d'outiller les formateurs, les conseillers, les enseignants, les accompagnants sur ces thématiques humaines. Et enfin, la cellule sur l'international, cette antenne-là, a permis de mettre nos travaux, les travaux du RMT, donc en perspective de des travaux des autres pays et de favoriser l'implication des membres du RMT dans des projets internationaux quand cela a été possible. Alors, simplement quelques actions emblématiques rapidement sur notre RMT, c'est-à-dire que en plus de l'ouvrage Construire, perdre, retrouver le sens du travail à l'agriculture, qui sera présenté, j'espère, par Philippe tout à l'heure, le RMT a recensé donc plus de 150 outils et méthodes sur le travail. Il les a mis à disposition notamment des enseignants via un webinaire, mais aussi des conseillers, bien évidemment, qui peuvent disposer de tous ces outils pour accompagner les éleveurs ou enseigner le travail aux étudiants. Le RMT Travail a également participé au développement de l'application Déclic Travail qui comporte un autodiagnostic en ligne sur l'organisation, les conditions de travail à destination des éleveurs et qui a sorti d'une banque de pistes de solutions au travail et de trucs et astuces. Et cet outil vous sera donc présenté, comme je le disais dans mon introduction, par Gwendoline Eluin lors du webinaire du jeudi 13 novembre à 14 heures. Et enfin, le RMT Travail a également contribué à la rénovation de la méthode bilan travail, cette méthode qui existe depuis les années 1990 et qui analyse l'organisation du travail à l'échelle à la fois de l'exploitation et de la campagne et qui, en outre, quantifie aussi les temps de travail, le temps de travail des agriculteurs et de leurs salariés. Et puis enfin, bien évidemment, le RMT Travail organise la diffusion des résultats des différentes études des partenaires, des stages, des thèses, à travers des rencontres, alors en présentiel, comme les rencontres nationales Travail en agriculture qui ont eu lieu à Clermont-Ferrand en 2022 et qui ont rassemblé près de 250 personnes. Et à noter également les pauses travail qui ont été instaurées en 2023 seulement, qui sont un peu récentes, et qui, l'espace d'une heure chaque mois, proposent des restitutions de projets. 24 webinaires ont été organisés à ce jour et cela nous permet d'accélérer la diffusion car nous sommes trop nombreux pour nous contenter de diffuser les résultats des projets uniquement en présentiel. On a trop de résultats, ce qui est formidable d'ailleurs. Alors, j'abandonne le RMT Travail en agriculture tel que nous connaissons, tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour me concentrer sur le RMT Trace, le futur RMT qui est en cours de dépôt aujourd'hui. Nous nous sommes attachés en 2025 à préparer donc ce dossier, qui est un peu différent du RMT actuel, car nous nous positionnons sur une mission d'animation transversale que je nommerai tout au long de mon intervention ATT dans les diapositives suivantes. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comme vous n'êtes pas sans le savoir, le Programme national de développement agricole et rural comporte 9 thèmes prioritaires, par exemple sur l'économie, le climat, la réduction des gaz à effet de serre, le numérique, le bien-être animal. Et il y en a un, le second, qui correspond aux questions de renouvellement des générations, de qualité de vie au travail et de sens des métiers. Et on s'est dit, nous, RMT Travail, on va se positionner sur cette animation thématique transversale en plus d'un RMT classique. Alors, notre périmètre concernerait donc les agriculteurs, les salariés, les apprentis, les stagiaires, etc., c'est-à-dire toute la main-d'œuvre qui travaille dans les exploitations agricoles, quelle que soit l'orientation productive de l'exploitation.
Il serait donc appelé RMT Travail et Renouvellement des Actifs Agricoles ou RMT TRACE. Alors, ce nouveau RMT, assorti donc de son ATT, de son animation thématique transversale, serait construit autour de trois axes thématiques. Le premier, sur la qualité de vie et les conditions d'exercice du travail. Vous allez me dire, là, on n'innove pas beaucoup. Le second, sur le renouvellement des actifs. Là, on est déjà plus innovant par rapport aux thématiques que nous traitions jusqu'à présent. Et le dernier, sur les transformations des métiers et des collectifs de travail. Et l'animation transversale thématique, notre ATT, nous impose, pour chacun des axes, une importante phase de capitalisation des données existantes. Il va falloir qu'on construise pour cela une cartographie des résultats et des projets que nous partagerons collectivement avec l'ensemble des partenaires bénéficiaires des financements du PNDA et plus uniquement les membres du RMT. Alors, les bénéficiaires des financements du PNDA, ce sont les organismes de sélection, les OS, les chambres d'agriculture, bien évidemment, les ONVA, qui sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, comme TRAM, et CIVAM, Terre de Liens. Et évidemment, nous, les instituts techniques, qui sommes évidemment financés par les fonds CASDAR et le PNDA. Et nous identifierons ensuite les sujets déjà traités de ceux émergents à investiguer, c'est-à-dire qu'on va donner des indications aux organismes financiers et décideurs sur quels seraient les nouveaux sujets à donner pour les appels d'offres des nouveaux projets. Voilà. Et puis, voilà, il faudra qu'on ait ces approches-là que l'on avait jusqu'à présent un peu moins. Et puis, nous conduirons les mêmes actions propres à un RMT classique, diffusion, partage, montage de projets, production de connaissances, etc., etc. Alors, l'axe 1 de notre futur RMT sera composé de trois actions. La première, donc, traitera de la santé des actifs agricoles, notamment le rapport à la santé des travailleurs et les actions à soutenir donc en prévention primaire pour améliorer cette santé. Alors, évidemment, on ne se positionne pas d'un point de vue médical. Nous travaillons sur la prévention primaire. Un zoom ensuite sera fait sur la santé psychique et la charge mentale des actifs agricoles qui sont soumis à la pression sociétale, à la surcharge du travail, à des conditions de travail pas toujours faciles. Notamment, nous expérimenterons des approches pluridisciplinaires, par exemple avec des ergonomes et des psychologues, et des approches multi-acteurs pour mieux outiller les conseillers dans ce domaine de charge mentale dont ils sont bien dépourvus. L'action 2, elle, sera centrée sur la qualité de vie au travail par l'élaboration donc d'un répertoire d'indicateurs d'analyse de la QVT à des fins d'observatoire, à des fins d'évaluation, à des fins d'accompagnement, où ces indicateurs pourront encore être intégrés dans des analyses multicritères de la durabilité. Et enfin, nous ferons également un zoom, on l'a fait sur la santé mentale dans l'action 1, nous ferons un zoom sur les conditions de travail dans un contexte de réchauffement climatique pour mieux prendre en compte ces conditions de travail et nous essaierons de nous inspirer donc des expériences d'autres secteurs professionnels comme le BTP par exemple ou dans d'autres pays, par exemple des pays plus chauds que le nôtre. L'action 3, elle capitalisera les travaux déjà conduits sur la transition agroécologique, les circuits courts, le bien-être animal. Je vous disais, ça, ce sont des sujets que l'on a déjà investigués et d'ailleurs qu'on va vous présenter dans les futurs webinaires. Et nous nous attacherons à considérer la reconception des systèmes en partenariat avec des RMT plus techniques, comme le RMT sur la culture-élevage, celui sur les prairies, l'alimentation locale ou encore sur le numérique. Et nous apporterons notre vision plutôt humaine et sociale. Voilà. Alors, l'axe 2, lui, traitera du renouvellement des actifs. Alors, les récentes études montrent que les collectifs de travailleurs se recomposent fortement, avec notamment une contraction de la main-d'œuvre familiale et une main-d'œuvre salariée plutôt en expansion. Et c'est pour cette raison, en fait, que le RMT Trace ne parle pas de renouvellement des générations, pas uniquement de renouvellement des générations, mais étend son propos au renouvellement des actifs, y compris des salariés. Cet axe, donc, il va reposer sur trois actions. Une, centrée sur
l'installation et la transmission. Elle documentera donc la pertinence des outils existants dans le cadre de la mise en place de France Service Agriculture. Par exemple, tous les outils qui vont nous permettre l'installation, en fait. Hein. Là, on va essayer de travailler sur un peu l'évaluation de ce qui existe pour voir s'il faut perdurer ou fusionner ou en produire de nouveau. Elle proposera donc, cette action, elle proposera des repères pour les nouveaux systèmes, les nouveaux types de production, vous voyez, les lombriques, etc., les nouveaux collectifs de main-d'œuvre pluriels ou au contraire à temps partiel, les nouveaux modes d'installation, de façon à pouvoir mieux les accompagner au moment de l'installation. Et puis, cette action discutera également de la pluriactivité, mettra en avant la pluriactivité parce que 32% des agriculteurs actuellement en place sont à temps partiel, comme 35% des salariés, hein, sans parler des salariés saisonniers, hein, des salariés en poste. Et donc, aujourd'hui, de nouvelles opportunités se présentent pour parler de cette pluriactivité autrement, notamment Lola sera peut-être là pour nous en parler plus grandement dans la discussion. Et enfin, on se préoccupera également dans cette action du travail concret une fois l'installation réalisée, parce que nombre de porteurs de projets non issus du milieu agricole et pour certains assez peu formés à l'agriculture sont vraiment dépourvus de compétences métiers. C'est un réel problème à l'installation. L'action 2, elle portera sur les salariés, hein, elle produira des connaissances sur leur diversité, sur leurs attentes, leurs besoins, de façon à adapter des formations à leur égard. Hein. Et enfin, l'action 3, qui concerne l'ensemble des profils des travailleurs, hein, agriculteurs et salariés, aura pour objet d'améliorer l'efficacité des opérations de promotion des métiers qui sont souvent éparses, hein, sur le territoire et au sein des structures, et elle analysera pour mieux les outiller les interactions entre agriculture et société. Voilà pour cette action 2. Et enfin, l'action 3 s'intéressera à la transformation des métiers et des collectifs de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'à partir des connaissances actuelles, nous identifierons donc les besoins en compétences de demain et nous étudierons le comment, le collectif donc influe sur les transitions professionnelles et les indicateurs qui définissent la profession. L'objectif de l'action 2 est de faciliter l'inclusion d'une diversité de profils pour favoriser de profils de travailleurs, hein, pour favoriser le renouvellement des actifs. Et le RMT veillera donc aux conditions d'exercice du travail des femmes, des personnes non issues du milieu agricole, des personnes en situation de handicap, des seniors, des salariés, pour faire en sorte de les attirer dans les métiers et de les y garder, bien sûr. Et nous analyserons donc et nous travaillerons aussi sur les préjugés qui accompagnent leur accueil dans les exploitations et nous espérons bien sûr que ce travail bénéficiera à tous, hein, aux personnes que l'on souhaite inclure et à tous les autres qui sont déjà dans l'agriculture. L'action 3 construira, elle, un référentiel de compétences et de reconnaissance en matière de gestion des relations et des ressources humaines, hein, pour favoriser le bien travailler ensemble et la coopération. Et enfin, l'action 4 outillera les enseignants et les conseillers pour accompagner, enseigner les thématiques humaines via la mise en place à la fois d'une communauté de pratique d'apprentissage, c'est-à-dire que les conseillers, les enseignants qui voudront enseigner le travail, parler du travail à leurs élèves, ou les conseillers qui voudront accompagner les éleveurs sur cette thématique, seront assemblés dans une communauté de pratique portée par le projet CASDAR 4, qui a été lauréat cette année. Voilà. Et nous mettrons également des actions auprès des enseignants, des actions particulières auprès des enseignants, comme par exemple la coélaboration avec l'ENSPEA de formation à destination des BTS sur le management au travail, la co-construction d'activités pédagogiques en faveur de l'inclusion ou encore la conception de modules de formation sur les transformations du travail en lien avec le numérique, avec le RMT Nexus et le projet Compétences et métiers d'avenir FAM. Voilà, je ne sais pas, je pourrais vous en dire 1000 fois plus. Je vous ai assommé, mais en tout cas,
Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à rejoindre le RMT Travail en agriculture, hein. Il est encore temps, jusqu'à ce que nous ayons signé la convention partenariale cet automne. On aimerait bien que vous participiez, ce serait très sympa. On est sympa aussi. Alors, venez nombreux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour ton intervention. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions. Cécile me dit que normalement, Philippe Smolpoljar nous a rejoint, donc il devrait pouvoir intervenir. Alors, Cécile, je ne sais pas si tu peux nous aider. Je ne vois pas Philippe dans les participants. Il est tout à la fin. Et par contre, moi, je n'ai pas le pouvoir d'activer son micro, mais toi, tu dois l'avoir. Ça marche. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah, super. Oui, en effet, le micro de Philippe est ouvert. Bon, vous m'entendez alors? On vous entend, c'est bon. Très bien, j'attends la fin des questions et puis on essaye. Super. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Moi, personnellement, j'en ai pas vu, donc je pense qu'on peut vous laisser la parole, Philippe. D'accord, je vous remercie. Donc, vous me voyez, vous m'entendez. C'est formidable, inespéré. Donc, je suis Philippe Smolpoljar, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Amiens en psychologie et je m'intéresse aux questions de santé en lien avec le travail et en particulier avec le travail en agriculture. Et donc, je vous propose de vous parler un petit peu de la question du sens du travail. Voilà. Donc, alors, voilà, première diapo, donc. La suivante. Vous m'entendez? Oui, voilà. Donc, pour parler de cette question, il faut d'abord constater qu'il n'y a pas de définition simple et évidemment universellement valable des critères de ce qu'on peut entendre par sens du travail. Alors, au moins, peut-on dire que le sens est toujours contextuel, donc il dépend du métier, du temps, du lieu et de la personne elle-même. Le sens est également directionnel, c'est-à-dire qu'il dépend, il s'inscrit dans une trajectoire et cette trajectoire part toujours de la position de chaque professionnel, donc qui devient le centre de perspective. Également, ce sens, il est à la fois collectif et singulier. Bon. Même s'il y a une grande diversité de parcours professionnels et donc de construction du sens, on trouve quand même des critères partagés et donc je vais en exposer les principaux après quelques éléments de contexte. Voilà. Alors, ces questions sur le sens du travail en agriculture sont évidemment aujourd'hui au centre des préoccupations du secteur dans un contexte à la fois de crise des vocations, d'évolution des pratiques et d'interrogations quand même assez profondes sur les finalités du métier. Donc on en parle de plus en plus fréquemment et sans doute évidemment beaucoup plus depuis l'épisode Covid. Mais on constate qu'il apparaît assez spontanément, systématiquement du côté des nouveaux paradigmes, hein, par exemple transition agroécologique, nouvelle agriculture paysanne bien sûr, mais en fait cette question sur le sens du travail, elle interroge l'ensemble de la profession. Alors, donc, suivante. Et donc cette question, elle se pose différemment selon la place où elle s'énonce sur une échelle qui va de l'individu à la société. Donc au niveau le plus global, tout d'abord, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de débat sur le sens du travail parce qu'en fait, on connaît déjà les réponses, à savoir on travaille pour produire et puis les variantes arrivent après. On produire plus depuis l'après-guerre, bien sûr, et maintenant, tendanciellement, produire mieux. Et à l'autre bout de l'échelle, il y a le niveau individuel. C'est là que l'interrogation, elle trouve son origine, elle se noue. Pour cette raison, enfin parmi d'autres, que travailler, c'est non seulement évidemment transformer le monde, mais c'est se transformer soi-même et ça concerne chacun. Bon, et puis il est quand même rare que l'on vive bien en pensant que ce que l'on fait la majeure partie de son temps n'a pas de sens. Et le niveau intermédiaire, il est également essentiel pour la constitution du sens, c'est celui des collectifs de travail, où se discutent par exemple les règles de métier et l'organisation de la production. Donc le sens ne peut bien sûr s'éprouver qu'individuellement, mais il se construit tout autant
collectivement, et ce sont bien sûr les réseaux professionnels comme vous qui apportent les élaborations les plus fécondes sur le sens du travail, puisqu'elles sont toujours sous-jacentes aux réflexions sur les pratiques, surtout quand il s'agit de les transformer. Alors, donc suivante. Alors, on pose rarement la question du sens du travail de manière directe. Il est quand même assez peu courant d'entendre est-ce que ce que je fais a du sens ou quel est le sens de mon travail, comme ça, en toute généralité. Le plus souvent, c'est une alerte qui surgit négativement, du genre ce que je fais n'a plus de sens. Voilà. Et ce constat, il revient souvent dans le monde agricole. Il apparaît lorsque le découragement grandit ou lorsque l'écart entre les valeurs et les pratiques, elles deviennent trop grands. Donc, le sens du travail s'exprime en fait de manière souvent détournée, avec d'autres mots, d'autres formes, et souvent en évoquant cette question des valeurs. Par exemple, les agriculteurs engagés dans les démarches un peu plus bio-paysannes, ils disent souvent « je travaille selon mes valeurs ». Donc ce sont des repères personnels qui donnent une boussole au quotidien, qui orientent. Et également le sens, cette question n'est pas toujours formulée clairement. Ça relève souvent du ressenti, de l'expérience vécue. On parle de plaisir, de satisfaction, de fierté ou à l'inverse de frustration, de désaccord, d'incompréhension, etc. Et puis, donc, il y a certaines expressions qui traduisent un rapport indirect au sens, sans le nommer. Par exemple, tout simplement, j'aime ce que je fais, donc ça a du sens. Je me reconnais dans ce que je produis. Ou bien, à contrario, je supporte plus les contraintes. Voilà. Donc, le sens du travail, il se vit autant, et parfois davantage, qu'il ne se pense ou se conceptualise. Voilà. Et en plus, il arrive aussi le plus souvent qu'il soit fragmenté, qu'il soit abordé par morceaux. On évoque d'un côté la rentabilité, on évoque d'un autre côté la reconnaissance et ensuite le temps disponible. Voilà. Donc chacun de ces éléments est souvent envisagé isolément, c'est légitime, parce que ce sont des considérations concrètes, essentielles, mais ce sont les liens entre tous ces éléments qui permettent de comprendre la cohérence d'ensemble. Et donc c'est précisément ce que je vous propose dans cette présentation, d'éclairer à partir de certaines expériences du monde agricole, d'évoquer un ensemble de critères, bon, qui n'est évidemment pas exhaustif, mais qui permet de décrire ce qui se construit, enfin ce qui construit ou qui déconstruit le sens du travail. Voilà. Alors, lorsqu'on envisage les composantes de ce qui peut donner du sens à son activité, on trouve un ensemble finalement assez constant de thèmes récurrents et qui sont les suivants. L'utilité, donc l'utilité sociale ou l'utilité personnelle. La qualité, c'est-à-dire qualité technique, qualité éthique même. Ensuite, la reconnaissance, et puis la rémunération, qui est quand même en lien. L'autonomie, qu'elle soit décisionnelle ou d'exécution. La cohérence, donc je vais détailler ces thèmes, je vous les présente globalement. Cohérence interne ou cohérence externe. Les apprentissages que l'activité permet, et l'exercice de la créativité, également la vie relationnelle en lien avec cette activité, ainsi que ce n'est vraiment pas négligeable la question de la sensorialité et de la sensibilité. Donc voilà, je détaille ces différents thèmes qui composent la notion de sens du travail en l'illustrant aussi par quelques exemples. Alors, donc pour ces exemples, je m'appuierai sur un ouvrage qui est bien nommé, mais que bon, on ne voit pas à l'écran, qui est intitulé « Construire, perdre, retrouver le sens du travail en agriculture », publié justement sous la tutelle du RMT Travail. Et dans les enquêtes qui ont été menées par les auteurs qui ont participé à cet ouvrage, sur lequel je vais m'appuyer, on a des références à l'apiculture, l'élevage porcin, le maraîchage, les entreprises de travaux agricoles, le secteur équin, la polyculture, etc. Et aussi avec des statuts professionnels différents, exploitants, salariés,
étudiants en stage, des membres de CUMA, de coopératives, de fruitières, etc. Donc on va voir un petit peu plus en détail chacun de ces éléments qui composent et qui contribuent à ce qu'on peut appeler le sens du travail en agriculture. Donc je reprends la série des thèmes de façon détaillée. Alors, pour décrire la valeur du travail, les ergonomes font une distinction qui est devenue très classique entre jugement d'utilité et jugement de beauté. Le jugement d'utilité, il se divise en deux dimensions. Il y a l'utilité sociale et l'utilité individuelle, personnelle. Bon, l'utilité sociale, ça donne un sens direct au travail. En gros, il s'agit d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Et en agriculture, cette dimension, elle est quand même rarement remise en question. Nourrir la population, c'est un objectif évident, mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi concerner l'aménagement du territoire, l'entretien des paysages, etc. Donc certains l'expriment simplement. Quand on voit que ça marche, que les clients sont contents, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Autre exemple, chez les apiculteurs, il y a un point vraiment d'honneur à participer à la pollinisation, à l'équilibre des écosystèmes. Et l'un d'entre eux nous a déclaré: c'est vraiment une fierté de proposer un produit sain qui vient directement des abeilles, de mettre en valeur le territoire et ses abeilles. Voilà. L'utilité personnelle, ça donne évidemment un sens également au travail, qui se rapproche de la notion, là, un peu plus d'intérêt. Bon, ce qui a du sens pour moi, c'est quand même ce qui va dans le sens de mon intérêt, quel qu'il soit. Par exemple, là, en prenant un cas un peu extrême même, un jeune éleveur porcin expliquait qu'il avait repris l'exploitation familiale pour aider ses parents et pour préserver la ferme. Ça lui donne un enjeu clair et c'est pourquoi il se lève le matin. Ensuite, donc, après l'utilité, la qualité du travail, c'est aussi un critère majeur pour donner du sens. Un travail de qualité, un travail bien fait, comme on dit, entre guillemets, ça répond bien sûr déjà à des critères assez diversifiés et chacun d'entre eux contribue à donner un sens au travail. Donc cette qualité du travail, sans être à nouveau bien sûr exhaustif, elle peut concerner par exemple la dimension entrepreneuriale. Certains exploitants voient leur exploitation avant tout comme une entreprise classique et ils insistent sur la performance économique, sur l'efficacité organisationnelle, etc., qui deviennent des priorités. Donc là, on a eu un exploitant qui résume exactement cet état d'esprit, qui nous dit: ma satisfaction aujourd'hui, elle est surtout dans le côté chef d'entreprise, c'est-à-dire relever les défis, affronter les épreuves, s'adapter en permanence. Voilà. C'est une possibilité. Et il peut y avoir également la dimension instrumentale et même scientifique, voilà, qui prévaut dans le choix de certaines techniques ou technologies et qui peut aussi qui peut concerner les registres de l'agronomie, de l'informatique, de la mécanique, etc. C'est aussi une forme de performance et qui peut permettre d'affirmer son originalité. Troisième exemple, dans une approche peut-être un peu plus traditionnelle, c'est la beauté du geste professionnel qui va compter. Voilà, ça passe souvent par la transmission du savoir-faire, par la recherche de l'excellence, typiquement avoir de beaux champs, de belles vaches, et puis pourquoi pas remporter un prix au concours général. Voilà, qui donne du sens du point de vue technique. Donc, en posant la question à des membres du CUMA, qu'est-ce qu'un travail bien fait dans une CUMA? Bon, on a obtenu des réponses très variées qui portent tour à tour sur l'efficacité, donc qui concerne la qualité du travail par rapport au temps passé, la complétude, le fait de pouvoir mener toutes ces tâches jusqu'au bout, la productivité, donc qui correspond bien sûr au rendement et à la rémunération, mais également l'esthétique. Ça correspond aux soins apportés à l'apparence de la ferme, aux animaux, aux cultures, etc. Voilà donc un deuxième critère constitutif de cette notion de sens du travail. La qualité du travail, évidemment, ne se limite pas à la performance, à la technique ou à l'efficacité. Elle peut être aussi envisagée du point de vue éthique. Autrement dit, il s'agit
d'exercer une activité que l'on considère comme moralement juste, à deux niveaux, dans la manière dont on travaille au quotidien et aussi, bien sûr, dans les résultats ou les effets que ce travail produit. Voilà. Bon, et il va de soi que ce qui nous semble juste à titre individuel ou professionnel, ça correspond pas forcément à ce qui est perçu comme juste par la société, et c'est bien là qu'apparaissent énormément de tensions, voire de conflits, donc qui sont des conflits éthiques, et les témoignages dans le monde agricole sont particulièrement nombreux. Voilà, parmi les témoignages recueillis, il y avait un éleveur qui racontait vraiment comment il avait été bouleversé par une remise en question qui est venue de l'extérieur. Il disait, moralement, c'est vraiment très difficile d'être pris pour des menteurs, des pestiférés, des pollueurs. Il en a eu la chair de poule. Donc ce décalage entre l'éthique vécue et la perception sociale, ça peut évidemment affecter profondément le rapport au métier et même au sentiment de dignité professionnelle. Après l'utilité et la qualité, donc la reconnaissance, c'est un enjeu vraiment central pour donner du sens à son travail. Chacun attend que son travail soit reconnu et cette reconnaissance, elle peut venir des collègues, de l'employeur ou même de la famille. Donc, ce qui compte le plus souvent, c'est d'être connu comme compétent pour ses efforts, pour ses initiatives, etc. Et il s'agit d'ailleurs là même d'une double reconnaissance, puisque c'est celle de la valeur du produit, mais c'est donc forcément de facto reconnaissance de la personne qui a produit. Voilà pourquoi il faut s'intéresser au travail. Donc voilà. Autre témoignage d'un salarié en élevage, il disait ce qui compte le plus, c'est la reconnaissance dans les tâches, parce que travailler dans l'humidité, faire du décapage, c'est pas forcément agréable, mais si on reconnaît ce que je fais, c'est autre chose, ça devient quand même plus facile. Bon, donc cette reconnaissance, elle donne de la valeur au travail, elle alimente la fierté, et puis elle encourage à progresser. Et sans cette reconnaissance, il est quand même difficile de construire une identité professionnelle stable, surtout dans des secteurs comme l'agriculture, où justement le manque de reconnaissance sociale est souvent vécu comme une vraie souffrance. Voilà. Donc il faut bien sûr travailler pour que le travail soit reconnu, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Sans reconnaissance, il devient quand même très difficile de continuer à travailler. Donc c'est une question, certes, de motivation, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une question même de santé mentale. Le psychiatre Christophe Dejour l'a quand même très bien souligné, résumé. La reconnaissance attendue par les gens qui travaillent, c'est un ingrédient absolument essentiel de la santé mentale. Donc je reviendrai un petit peu sur cette question vers la conclusion. Après la reconnaissance, donc il y a la rémunération. On reste dans le même thème, hein, parce que la rémunération est quand même souvent l'expression la plus concrète, la plus visible de cette reconnaissance. Être payé pour son travail, c'est voir sa contribution reconnue de manière tangible, voire comptable. Et les témoignages ne manquent pas, qui montrent que lorsque la rémunération est trop faible, bon, le sens du travail est quand même mis en doute, voire en question. Pour gagner sa vie, vivre correctement de son métier, c'est évidemment nécessaire et parfois suffisant. À l'inverse, travailler à perte, sans perspective d'amélioration, c'est quand même démoralisant, voire clairement absurde. Et quand un produit est vendu à bas prix, beaucoup interprètent ça comme un manque de reconnaissance pour le travail qu'il représente. Bon, donc la rentabilité minimale, c'est évidemment une condition pour faire vivre une exploitation ou une entreprise, mais elle permet aussi de continuer à travailler, d'investir, de transmettre un outil de travail et de se sentir identifié et valorisé. Voilà. Bon, et concrètement, il y a souvent un arbitrage entre ces différentes dimensions du sens. Certains acceptent une rémunération modeste en échange d'autres formes de satisfaction, enfin jusqu'à une certaine limite au moins. Voilà, par exemple, un maraîcher bio, il parle ainsi de la mise en cause de son activité. Il dit, au bout de 15 ans, j'ai eu l'impression de tourner en rond, les marges diminuaient, les problèmes s'accumulaient, je voyais plus le sens de ce que je faisais. Ensuite, la question de l'autonomie, elle part d'un constat simple. Exécuter mécaniquement une tâche prescrite, ça donne vraiment
peu de sens à son activité. Donc pour qu'un travail soit perçu comme utile ou de qualité, il faut disposer d'une marge de manœuvre. Ce qui renvoie là à nouveau à plusieurs dimensions complémentaires de l'autonomie. Je vais m'en tenir aux trois principales. Il y a l'autonomie de conception, c'est-à-dire la capacité à concevoir son activité, à décider de la manière dont on veut la mener. Il y a l'autonomie de réalisation, c'est pouvoir choisir ses méthodes, ses rythmes, s'organiser, etc. Et puis enfin, bien sûr, l'autonomie donc matérielle et financière, puisque sans moyens, les autres formes d'autonomie, elles restent quand même largement théoriques. Bon, c'est ce qu'on appelle souvent le pouvoir d'agir, avec des guillemets, qui est cette capacité à s'approprier son métier et à en assumer la responsabilité pleine et entière. À l'inverse, la dépendance, la perte de contrôle sur ce qu'on fait ou la manière dont on le fait, ce qu'on peut appeler l'hétéronomie par opposition à l'autonomie, ça rend le travail assurément moins motivant et moins porteur de sens. Et dans les métiers liés à la nature, ce lien entre autonomie et sens du travail, il est vraiment fondamental. Alors, par exemple, je cite Vincent, qui était un entrepreneur de travaux forestiers, et qui résume ce qu'il a tiré dans ce statut, enfin comme beaucoup d'exploitants en fait. Il dit « Je suis mon patron, il n'y a personne au-dessus de moi, et je fais un peu comme je veux. » C'est ça qui m'a plu quand je suis devenu ETF. Autre exemple, Benoît, agriculteur, il dit lui, c'était la faible standardisation du métier qui l'intéressait. Ça lui permettait d'inventer, en gros, sa propre manière de faire en fonction de ses priorités. Il dit, tu choisis la technique qui est le mieux adaptée à tes attentes, à tes préoccupations, à ce que tu es prêt à faire. Voilà. Donc, beaucoup de témoignages montrent que l'autonomie, ça, c'est pas un luxe ni un supplément d'âme, mais c'est une condition essentiel pour donner du sens à son activité, son engagement professionnel. Ensuite, la cohérence. Donc, page suivante. Trouver donc du sens dans son travail, ce n'est pas non plus seulement une question d'autonomie, mais aussi de cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on est, et ce à quoi l'on aspire. Donc on peut évoquer là à nouveau, de façon un peu plus détaillée, plusieurs grands registres dans lesquels cette cohérence peut se jouer. Tout d'abord, voilà, je vous en prends trois. Tout d'abord, la cohérence interne à l'activité. C'est par exemple l'équilibre entre des tâches trop répétitives qui peuvent finir par lasser, ou bien au contraire une trop grande diversité qui peut vraiment désorienter. Voilà, donc un travail cohérent, ce sera dans ce cas un travail qui garde une certaine stabilité tout en offrant un peu de variété. Voilà, ça évite l'ennui sans tomber dans la confusion. Un autre registre, c'est la cohérence entre travail et vie personnelle. Alors l'enjeu est à nouveau l'équilibre, cette fois entre l'engagement professionnel et quand même une préservation de sa vie privée, familiale, sociale, etc. Donc quand le travail déborde, et ça a été vraiment un grand problème pour beaucoup d'exploitants, quand le travail déborde trop, quand il empiète sur la vie privée, le sentiment de cohérence se fragilise et avec lui donc le sens que l'on peut accorder à son activité. Bon. Et puis, voilà, troisième possibilité, mais de façon un peu plus globale, il y a également une cohérence à trouver entre les valeurs, les pratiques professionnelles et puis le mode de vie. Donc la cohérence dans ce cas-là, c'est travailler en accord avec ces valeurs, celles qu'on dit profondes, hein, mais c'est une question souvent très concrète. Hein. Par exemple, autre exemple dans l'élevage porcin, certaines pratiques comme l'euthanasie, la castration, elles peuvent être vraiment très mal vécues. Et un apprenti avait expliqué, là, pour moi, pour la castration, j'ai du mal, je me mets à la place des porcelets. Bon, voilà. Donc, le fait d'avoir arrêté cette pratique, c'est devenu aussi un critère d'attractivité pour certains salariés. Et puis, si l'on veut
si l'on veut aller un petit peu plus, à un niveau encore plus global, de cohérence élargie, si l'on peut dire, je ne l'ai pas indiqué sur la diapo, mais on peut penser au modèle du One Welfare, hein. C'est l'idée que le bien-être humain, animal et entre guillemets environnemental sont en fait très liés. Donc un travail porteur de sens serait celui qui arrive à respecter ces trois dimensions, ou au moins à les rendre compatibles, et si possible un peu équilibrés. Donc agir de façon cohérente, ce serait se sentir en phase avec soi-même, avec les autres et avec le monde vivant. Voilà. Donc voilà. Ensuite, autre composante, bon, pour beaucoup, un travail a du sens s'il est en lien avec ses compétences et puis s'il permet de progresser. Donc affirmer son identité professionnelle, ça passe aussi par la possibilité d'apprendre, d'évoluer, d'innover. Et au cœur de cette dynamique, il y a la créativité. Donc la créativité, elle se limite ni à la tâche, ni au métier en tant que tel. Elle se déploie, cette exigence de créativité, dans le rapport personnel et même très subjectif que chacun entretient avec son activité. Le plaisir d'apprendre, la fierté d'innover, la curiosité de tester de nouvelles solutions, tous ces éléments ils donnent du sens au travail et puis ils vont stimuler la motivation au quotidien. Voilà. Et là, à nouveau, les témoignages recueillis ils confirment vraiment chez beaucoup d'exploitants cette envie d'apprendre, cette nécessité d'inventer. Et bon, certains le disent direct, on apprend tout le temps parce que le métier évolue, parce qu'il faut se former en continu, parce qu'il faut enrichir ses connaissances, etc. Un autre explique, on est des bricoleurs. Donc, ça veut dire il faut s'adapter, il faut expérimenter, souvent avec peu de moyens et beaucoup d'ingéniosité. Alors, dans le domaine de l'apiculture, par exemple, cette créativité, elle est omniprésente. Un apiculteur explique que l'apiculture, c'est une activité d'expérimentation. Bon. Voilà. Donc la créativité, à nouveau, c'est pas seulement une source de satisfaction personnelle ou d'accomplissement, parce que dans bien des cas, c'est une nécessité professionnelle, une condition pour faire face aux imprévus, pour adapter son exploitation, pour trouver les ressources nécessaires à sa survie, etc. Donc, en substance, apprendre, créer, tester, c'est pas un luxe, c'est ce qui permet au travail de rester vivant, pertinent et porteur de sens. Et il est quand même assez bien établi aujourd'hui que vivre et travailler créativement, c'est un ingrédient essentiel et pour la santé, et notamment la santé mentale. Ensuite, donc au-delà des tâches du quotidien, le travail prend sens également grâce aux relations humaines qu'il crée et qu'il entretient. Donc ces relations, elles se déclinent bien sûr à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec les pairs, les collègues, les associés, les autres professionnels. Relations également avec les acteurs liés à l'activité. Donc là, ce sont les clients, ce sont les conseillers, ce sont les comptables, ce sont les vétérinaires. Voilà. Et puis enfin, avec la vie sociale locale. Donc ces interactions, elles sont évidemment pas du tout marginales, elles donnent aussi une épaisseur humaine au travail et elles renforcent à nouveau la motivation, elles génèrent un sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, certaines structures collectives travaillent vraiment activement à ces liens. Par exemple, donc, les CUMA, elles peuvent offrir des espaces de discussion, de partage et même des fois de résolution de conflits. Alors on a eu l'exemple aussi d'une fruitière à Comté, comme d'autres formes de coopératives qui essayent de donner des nouveaux souffles au territoire, évidemment qui favorisent l'engagement collectif. Donc cet intérêt même pour les relations, ça peut aussi orienter des choix de modèles de fonctionnement d'exploitation. On sait bien que certains producteurs vont privilégier les circuits courts et diversifiés, donc selon un modèle qui intègre classiquement production, transformation et distribution, mais justement pour entretenir un lien direct avec les consommateurs et donc retrouver une dimension relationnelle plus forte dans le métier. Voilà.
Et donc, voilà, page suivante. Donc, parmi les relations qui donnent sens au travail, la transmission. La transmission occupe une place particulière. Voilà. Et elle touche à la fois aux sphères professionnelles, sociales, familiales et personnelles. Reprendre et faire vivre une exploitation héritier, s'inscrire dans une filiation, ça permet quand même à certains de trouver leur place et construire un sens durable à leur engagement professionnel. Donc pour beaucoup, pour certains en tout cas, la transmission familiale, lorsqu'elle est possible, elle agit vraiment comme un moteur d'engagement. Il s'agit de prolonger une histoire, il s'agit de s'inscrire même dans cette histoire. Et à l'inverse, donc son impossibilité, que ce soit parce qu'il n'y a pas de repreneur ou que la reprise échoue, eh bien, elle peut être vraiment vécue comme une grande souffrance, comme un découragement, comme un sentiment d'échec qui peut remettre en cause des années et des années d'investissement, hein, et même le sens de son activité. Hein, tout ça pour ça. Voilà. Bon, la transmission, ça ne concerne pas seulement la famille ou le patrimoine, ça concerne aussi l'apprentissage, hein, par la manière dont on se construit comme professionnel et la manière dont on redonne ce que l'on a reçu de ses prédécesseurs. Donc, la transmission des savoirs, qu'elle soit familiale, scolaire, professionnelle, elle contribue au sens du quotidien en lui donnant aussi son orientation. Donc la transmission, c'est pas un simple, ça se réduit pas à un simple passage de relais, elle est vraiment au cœur de l'identité du professionnel, du sens du travail et au sens large de la continuité entre générations. Donc le sens du travail, c'est pas seulement une affaire d'idées ou de valeurs plus ou moins abstraites. On se construit très concrètement à travers ce que l'on ressent. Les sensations, les émotions, le plaisir qu'on prend dans son activité, jour après jour, même mêlé de beaucoup de moments de déplaisir. Et dans les métiers agricoles, cette dimension sensible et sensorielle est absolument essentielle. C'est ce qui permet de parler de travail vivant, un travail donc qui mobilise autant le corps que l'esprit, autant l'intellect que le physique. Donc c'est un travail vivant parce que c'est un travail aussi avec le vivant, bien sûr. Et ce travail, on le ressent avec tous les sens. Il y a l'odeur de la terre après la pluie, il y a le toucher des feuilles, des fruits, la vue d'un champ bien entretenu, d'un paysage, etc. Ça compte. Bon, voilà. Et puis il y a vraiment beaucoup de témoignages qui disent la même chose. Le plaisir au travail, c'est nécessaire pour la santé. Dans ces métiers, ça passe par une relation quand même privilégiée, voire parfois intime avec la nature. Voilà ce qu'on nous dit, on travaille avec du vivant et c'est jamais la routine. Donc c'est aussi accepter une part d'imprévu, c'est apprendre à faire avec l'incertitude et le jeu entre les problèmes et les solutions. Eh bien, ça rentre aussi dans cette construction du sens du travail. Les plantes, les saisons, la météo, rien n'est totalement sous contrôle. Voilà. Et les conditions même peuvent être évidemment très rudes, le froid, la chaleur, la pluie, etc. Mais ces contraintes, elles sont parfois compensées par les émotions qui sont vécues au quotidien, par la satisfaction d'évoluer dans un environnement vivant, changeant et puissant. Cette particularité du travail avec la nature, elle est quand même amplifiée dans le domaine de l'élevage, qui peut également fortement toucher la sensibilité et la sensorialité, même si à nouveau il y a forcément une grande diversité dans la manière d'aborder la relation aux animaux. Bon, certains professionnels sont très proches de leurs bêtes, ils sont attentifs à leur intelligence, à leur propre sensibilité. Ils cherchent à construire un véritable lien. Bon, d'autres adoptent une approche plus technique, plus axée sur la performance, sur l'efficacité. Donc il y a une grande diversité de postures selon les personnes, les métiers, les objectifs.
Mais lorsqu'il existe, le lien avec l'animal, il passe par ces voies privilégiées, toutes sortes de contacts assez spécifiques. C'est le toucher, par exemple, ça peut aller de la caresse à la contention aussi, voire à des moments de confrontation. Parfois, il faut ruser, faire preuve de force pour soigner un animal, pour le déplacer, ou pour assurer tout simplement sa sécurité. Donc il y a certains gestes qui sont agréables, d'autres qui sont désagréables, manipuler des animaux morts, du sang, des déjections, etc. Voilà, mais c'est important, ça compte. L'audition, ça joue également un rôle très important. Le bruit du troupeau, les vocalisations, les changements de rythme, d'intensité sonore, ça peut être des signes précieux sur l'état de l'animal, son bien-être, sa détresse, etc. Ce sont des indices subtils mais essentiels, bon, que beaucoup évidemment apprennent avec l'expérience. Donc on a beaucoup de témoignages. Le contact animalier, c'est aimer les animaux, c'est pas des objets, on les caresse, on leur parle, ces animaux nous le rendent. Bon, et puis autre témoignage, suivre les mises bas, chaque truie est différente, et ça c'est beau. Ou alors plus dans le végétal, à l'aube sentir le parfum des fleurs, voir les abeilles s'activer, c'est une vraie émotion, dit-on. Bon, et souvent quand même le terme, enfin chez ces personnes, le terme de passion est quand même assez souvent employé. Voilà. Donc bon, j'en ai un peu terminé avec ces critères assez généraux concernant la construction du sens du travail. Alors il y a aussi des moments privilégiés pour en parler, pour interroger le sens du travail. Donc ce sont ces périodes où on a besoin de se situer, de faire le point pour s'orienter ou pour se réorienter. Mais en général, évidemment, ce questionnement, il ne part jamais de rien. Il s'enracine à un moment donné de son parcours professionnel. C'est souvent un point d'étape à partir duquel il devient nécessaire de réfléchir au cap à suivre. Donc ces moments, ils ne sont pas anodins, ils marquent souvent des transitions, des bifurcations, des remises en cause, et ce sont en particulier donc l'entrée dans l'activité ou le maintien dans le métier, quand il s'agit de faire un choix et de le tenir dans la durée. C'est également lors de difficultés, bien sûr, et l'irruption de turbulences, de tensions, où le sentiment de non-sens, justement, peut émerger, qui met en crise l'engagement et puis les repères antérieurs. Et puis, troisième temps, disons, éventuellement, la reconstruction d'un sens possible qui permet parfois de redonner du souffle à son exploitation et une direction à son activité et même à sa trajectoire professionnelle dans son ensemble. Donc voilà, ça nous fait très schématiquement 3 étapes qui sont autant d'occasions de revenir à l'essentiel, et donc je détaille un tout petit peu ces 3 moments. Alors, l'entrée dans le métier, dans un métier agricole, ça se résume jamais à une seule raison. C'est souvent un mélange complexe de vocations, de circonstances, d'histoires familiales, avec ses désirs d'indépendance, etc. Tout ça, ça peut évoluer dans le temps. Alors, par exemple, après l'enquête là dans l'élevage porcin, vraiment clairement, être son patron, ça reste une motivation centrale. Voilà, ça donne une direction. Beaucoup s'installent dans le cadre familial, donc il y a à peu près 60% des jeunes dans ce cas-là, ou bien pour préserver la ferme transmise. Le lien à la terre, au territoire, à la famille, c'est également un critère très fort pour s'orienter. Voilà. Bon, mais c'est pas que l'histoire d'une transmission. Là, par exemple, ce plaisir que j'évoquais, il vient aussi au quotidien avec les animaux, et ça, c'est un critère de choix. Et des fois, d'après certains témoignages, il faut vraiment un simple moment pour faire naître une vocation. Une salariée a raconté le déclic
il est venu lors d'une naissance de porcelet. Voilà, c'est une expérience vraiment forte, c'est elle que j'ai citée tout à l'heure, qui l'a marqué. Bon, voilà. D'autres trouvent leur place en se spécialisant dans une tâche précise, l'alimentation, le bien-être, bon, ou d'autres choses, pour devenir des experts dans leur domaine. Voilà. Bon, donc, en résumé, qu'il s'agisse de cochons, d'abeilles, de vignes ou de forêts, les parcours, ils sont souvent singuliers, ils sont riches, ils sont parfois un peu imprévisibles, mais tous racontent la même chose. Un choix de vie, un lien fort avec la nature, une quête d'autonomie et de sens. Alors, ce qui se construit, bien sûr, ça peut se déconstruire et même se détruire. Mais bon, quand il se perd, le sens du travail disparaît quand même rarement d'un coup, ou jamais. C'est un glissement progressif qui est lié à l'accumulation de tensions, d'écarts entre ce qu'on attendait du métier et ce qu'on vit réellement. Donc pour comprendre les causes de cette perte, en fait, bon, il suffit approximativement de considérer tous les critères de construction du sens, ce que j'évoquais jusqu'à présent, et puis de les inverser, mais aussi en ajoutant quelques effets secondaires à l'activité. Donc j'en cite rapidement quelques-uns. Alors il y a l'usure physique, bien sûr. Le métier, il est éprouvant. Les journées sont longues, les pauses sont quand même plutôt rares, les efforts sont toujours intenses. Et donc après les années, le corps lance les premiers signaux d'alerte avec les douleurs chroniques, les blessures, la fatigue constante. Donc quelqu'un nous disait, ça fait 20 ans que je bosse, c'est physique, la tête tient, mais le corps, il va pas tenir jusqu'à la retraite, ça va être compliqué. Autre élément, les agriculteurs ressentent souvent une forme d'injustice. Au lieu d'être reconnus pour leur rôle essentiel, ils se sentent jugés, parfois même clairement agressés. Bon, les critiques publiques, les conflits avec les voisins, les attaques sur les réseaux sociaux, ça finit par les atteindre et aussi atteindre la vie familiale souvent. Également les difficultés économiques, parce que même en travaillant beaucoup, certains n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc l'instabilité des revenus, l'augmentation des coûts de production, etc., ça génère le découragement, le sentiment d'injustice. Donc un autre nous dit, au bout de 15 ans, j'avais l'impression de tourner en rond, les marges fondent, je voyais plus le sens. Donc la passion, ça suffit pas toujours à compenser le revenu insuffisant ou l'absence de perspective. Également, la perte d'autonomie, du fait des règles, des normes, des contrôles imposés de l'extérieur qui sont souvent vécus comme une entrave au métier. Donc on nous dit aujourd'hui, tout est normé, tout est calculé, ce n'est plus le métier que j'ai appris. Voilà, bon, et du coup, certains expriment un sentiment vraiment de dépossession. La liberté, nous dit-on, qu'on espérait à l'installation, en réalité, elle est vraiment très très mince. Et puis il y a aussi la répétition, l'ennui, la fragilité des perspectives. Quand les tâches deviennent routinières, sans possibilité d'évolution, le plaisir s'étiole. Bon, à force de faire toujours la même chose, on n'a plus envie, nous dit un exploitant. Bon, le travail en atelier, l'organisation silo, le manque de reconnaissance ou d'apprentissage possible, tout ça, ça renforce le sentiment d'ennui. Et bon, l'un d'entre eux dit, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour après 5 ans, bon, alors que c'est en changeant que je progresse. Et puis les conflits tous ordres, les conflits éthiques, les conflits patrimoniaux, familiaux, de voisinage, etc., particulièrement nombreux, vraiment très nombreux dans le milieu agricole, et peuvent profondément déstabiliser, voire faire basculer dans le doute, et parfois même dans le rejet du métier. Et puis la solitude, souvent la solitude elle est plus lourde que la fatigue, c'est aussi un facteur de décrochage. Voilà, donc on nous dit, on se retrouve seul, il n'y a plus personne pour discuter, il n'y a plus personne pour partager les coups durs. Voilà. Donc, il y a encore d'autres critères, bien sûr. Donc, quand le sens se perd, les conséquences, elles sont profondes, elles sont parfois dramatiques. Bon, certains quittent le métier à contre-cœur.
D'autres restent, mais ils se replient, donc ils font le minimum, sans envie, sans innovation. Il y a un sentiment d'échec, une usure mentale, parfois la honte qui s'installe. Et des situations graves peuvent surgir avec des addictions, des dépressions. Voilà, je cite, il y a des soirs on rentre, on se demande à quoi ça sert. Ça, c'est quand même l'expression la plus simple et la plus directe du non-sens. Bon, donc là, comme je vous l'ai dit, il s'agit généralement pas d'un basculement brutal, mais une perte progressive de repères et d'envie qui est d'autant plus insidieux qu'on ne la voit pas arriver et se développer. Alors au départ, on gère et puis le doute s'installe et à terme, il y a un vrai mal-être qui peut apparaître, parfois une pathologie caractérisée et puis éventuellement un geste suicidaire. Alors, face à la perte de sens, de nombreux agriculteurs cherchent à, rebondir, ils changent de pratique, ils rejoignent des collectifs, ils innovent ou ils réaffirment leurs valeurs. Donc ce sont ces dynamiques de reconstruction qui redonnent la force, l'élan, le plaisir et parfois aussi qui gagnent la reconnaissance professionnelle. Alors là, je sais un petit peu plus rapidement quelques-unes de ces voies empruntées dans les chemins de la reconstruction. Par exemple, les collectifs. S'appuyer sur les collectifs professionnels, ça permet vraiment souvent de sortir de l'isolement, de partager les difficultés, et puis aussi d'inventer des nouvelles formes, des nouvelles manières de travailler. Donc voilà, un nous dit les groupes d'échange, ça aide à ne pas sombrer, à savoir qu'on n'est pas seul. Donc les tensions disparaissent pas par magie, mais le dialogue, la diversité des points de vue, la présence des autres, ça nourrit une dynamique souvent très positive. Ou bien alors, par exemple, relancer, innover, s'engager, etc., relancer une production locale, s'investir dans des projets communs ou explorer des nouveaux circuits, ça donne du sens parce que ça donne une direction. Alors, dans l'exemple qu'on avait présenté dans cet ouvrage, dans le Val-Romais, par exemple, des éleveurs ont relancé la production de comté. Donc, c'était vraiment apparu très, très audacieux, mais ça donnait un ancrage local très fort. Et puis, il y a aussi la diversité des profils, les jeunes installés, les reconvertis, les héritiers qui s'agrègent, ça enrichit les initiatives. Ou autre et dernier exemple, souvent dans le cadre de la transition agroécologique, ça amène à modifier ses habitudes et donc à reconstruire son métier autrement. Donc ça donne à nouveau des directions. Voilà, un éleveur en conversion nous expliquait ceci, on a dû tout repenser, du mode de production à la commercialisation, mais ça m'a donné envie. Ça m'a redonné envie de me lever le matin. Voilà. Donc en substance, redonner du sens peut se pratiquer par exemple par l'innovation, la reconnexion aux valeurs, à un territoire, à une communauté et en protégeant également sa santé. Donc, juste un dernier mot très court sur ce sujet. Vous voyez que le sens du travail, ça relève pas du tout seulement que de la satisfaction morale. Il y a un enjeu de santé. Le philosophe et médecin Canguilhem l'avait bien exprimé, ce que c'est que la santé dans ce cadre-là, en toute généralité, en plus dans l'activité. Il dit « Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi. » Voilà, donc ça s'applique superbement au travail en agriculture. Donc la santé, ça passe par ce pouvoir d'agir, pouvoir décider, influencer son environnement et créer. Et lorsque ce pouvoir disparaît, c'est la santé elle-même qui est affectée, la santé physique comme psychique. Voilà, donc mais le bien-être, ça ne naît pas de l'absence de problème, mais du sentiment de faire quelque chose qui compte pour soi, pour les autres, même dans l'adversité et même aussi avec une part de souffrance. Voilà, donc j'en viens à la conclusion. Voilà, ce qui ressort de cette petite présentation, c'est que le sens, ça se construit, ça se perd, ça
ça peut se retrouver. Donc ça invite à repenser la manière d'accompagner les professionnels de ce secteur. Il s'agit de créer des conditions concrètes pour que chacun puisse construire et maintenir durablement un rapport quand même relativement satisfaisant à son métier en prenant pleinement en compte la complexité et surtout la diversité des parcours individuels, voilà, singuliers. Il faut sortir des statistiques parfois. Donc ça passe évidemment par une meilleure reconnaissance sociale du métier agricole que l'on peut espérer, par les politiques publiques qui préservent, qui renforcent l'autonomie des agriculteurs, par les développements des collectifs de travail dynamique et aussi par une formation qui justement qui entend ceci et qui intègre véritablement ces dimensions humaines et sociales du métier qui sont quand même bien souvent négligées. Voilà. Et puis en plus, cette question quand même fondamentale, elle ne concerne pas uniquement les agriculteurs ou les éleveurs, mais tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui les forment, qui les étudient, qui vivent avec, qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans ce secteur. Donc comprendre finement ce qui donne du sens au travail agricole, c'est également aussi identifier les leviers pour rendre ces métiers plus satisfaisants pour ceux qui les exercent, plus attractifs et donc, comme on dit, plus durables. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vraiment désolé pour les ennuis techniques du début. Merci beaucoup. Donc, normalement, on a atteint l'heure du séminaire, mais comme on a commencé en retard, on peut prendre quand même du temps pour des questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions. Personnellement, j'ai rien vu dans les questions-réponses, mais bon, après, ça n'empêche peut-être de lever la main et prendre la parole si certains ou certaines d'entre vous ont des questions. Oui, je vois que j'ai une question de Eva Lacarce. Moi, je me demandais en fait, dans les critères dans les thèmes récurrents, il y a ma caméra qui est désactivée, c'est très grave. Hop. Vous ne mentionnez pas la perte de sens qui peut être liée en fait aux incertitudes auxquelles font face les agriculteurs, tant sur le plan environnemental que économique. Est-ce que c'est des choses qui n'apparaissent pas dans l'ouvrage sur lequel vous êtes appuyé, ou est-ce que c'est inclus dans d'autres dimensions, d'autres thèmes? Dimension économique, oui. C'était inclus quand même dans ce que j'ai dit. Alors, la question environnementale, non, je ne l'ai pas souligné, elle est pourtant très importante, puisque c'est quand même ce qui est à la source, finalement, des conversions vers des paradigmes différents, bio, etc., et qui correspondent à des enjeux, des valeurs. Voilà, c'est au titre des valeurs. Non, sur la question de perte du sens, je me suis vraiment, j'ai dû me faire violence pour limiter, puisque je suis psychologue clinicien en psychopathologie, souffrance au travail, et ce registre, j'ai dû ne pas me laisser entraîner à prendre toute la place, mais vous avez absolument raison, c'est aussi extrêmement important. Et il a fallu sélectionner un petit peu arbitrairement, mais ces deux questions sont fondamentales. J'ai quand même noté travailler pour rien, sans rémunération, ça n'a aucun sens. Donc nous sommes bien d'accord. Pardon. Il y a une question dans le Q&A. Oui, il y a une question de Madame Bibard. Notamment, en fait, alors je vais la poser telle quelle, c'est comment aider les producteurs de grandes cultures à accepter de changer leurs pratiques agronomiques, notamment tout ce qui a trait à la protection des cultures. On voit bien qu'il y a des freins, il y a sans doute des freins techniques, mais il y a aussi d'autres freins qu'on a du mal à identifier. Je pense que c'est du ressort de la psychologie du travail, peut-être au-delà du sens, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que vous auriez des clés pour arriver finalement à aller au-delà du technique, parce que souvent, nous, on est des bons techniciens. Mais après, c'est plus compliqué. La question, j'ai bien entendu, c'était par rapport aux grands céréaliers pour leur proposer de changer leur méthode de production. C'est bien ça?
Oui, ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire, enfin, si je me permets de faire la voix de Madame Bibard, c'est que quand notamment aujourd'hui, on est dans une dynamique où on demande la réduction des intrants, notamment tout ce qui est intrants de protection des cultures, et on sent que, voilà, il y a des freins à aller vers ces réductions-là. Voilà. Là, vraiment, la question impossible, c'est celle-là. Comment euh, là, ce qui peut être le moteur de l'activité, dans ces cas-là, c'est quand même bien ce qui rentrait dans le cadre de la performance technique et économique. Et dès lors elle est présente, les raisons pour pouvoir réorienter son activité, c'est le plus difficile, tout simplement. Là, c'est vrai que dans notre corpus, entre guillemets, donc les personnes rencontrées, enquêtées, et puis tous les témoignages que vous connaissez aussi bien que moi, les difficultés, ce genre d'interrogation, ils concernent quand même plutôt la majorité des exploitations qui sont plus petites et qui sont quand même confrontées à tous ces éléments qui concernent moins quelque chose qui ressemble à une production industrielle. Donc, vraiment, la question, excusez-moi, c'est vraiment une colle et peut-être au cas par cas, et là c'est trop général, mais au cas par cas, il faut y réfléchir de façon singulière. Ce serait peut-être trop général comme questionnement, parce qu'après tout, voilà, s'il y a des gros rendements, ça marche bien, c'est une industrie, il n'y a aucune raison de changer. Par contre, au cas par cas, en regardant localement les conséquences sur peut-être les autres, enfin, je sais pas, les habitants, le territoire, etc., il peut y avoir des arguments qui peuvent ne pas laisser insensible. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin sur une question aussi difficile que la vôtre. Oui, bonjour, merci d'avoir répondu à ma question. Je suis Madame Bibard. Si je peux me permettre de prendre la parole une minute, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. En Oui. fait, je suis complètement d'accord avec vous, c'est au cas par cas. Et comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça au pouvoir public? Est-ce que vous avez une idée? Ah, mais c'est mon drame. Moi, je me suis occupé de la question vraiment là, au bout du suicide des agriculteurs. J'ai été, vous savez, après, il y a eu le délégué interministériel à la santé, etc., pour après un moment de prise de conscience collective sur le suicide d'agriculteurs. J'ai été, moi, raconter tous les cas au ministère mais je me suis fait un petit peu éjecter en disant, moi, voilà, la réponse que j'ai entendue, c'est, moi, il me faut des statistiques. Mais j'ai dit, mais cher monsieur, mais vous avez 400 morts par an. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il en faut 500. Il faut voir les situations concrètes elles sont complexes. Et donc, il y a des gens de terrain qui savent faire ça. Des gens qui sont proches des réalités, qui sont quand même très différentes les unes des autres. Et donc, laisser tomber les statistiques collectives, on les connaît depuis des décennies, les statistiques. Enfin, elles étaient un peu cachées, mais on les connaît maintenant. Donc, vous avez officiellement le compte-rendu de Santé France avec au bas mot 250, vous avez suicides par an, vous avez la MSA qui confirme largement ces chiffres. On sait très bien qu'il y a la moitié, c'est des situations de souffrance cachée, des suicides soi-disant par accident du travail, enfin, etc., etc., par consommation d'alcool. C'est une vraie catastrophe et donc voilà, il faut... En fait, la voie de passage, c'est de faire comprendre qu'il y a quand même beaucoup de situations singulières et que de mettre ça dans un tableau Excel, eh bien, on continue à tourner, ça peut durer des années. Enfin, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, effectivement, et en plus, il y a plein de gens qui sont au plus près de ces réalités, qui savent, il faut leur poser la question. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et franchement, je me suis fait déboûter quoi, en parlant de cette manière, en disant mais je suis d'accord avec vous, cher monsieur, mais moi, pour agir au niveau ministériel, il me faut des chiffres. Mais Lisa, les chiffres. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je vois que Sophie, tu lèves la main aussi. Oui, Moi, j'avais une question. moi, c'était pas pour une question, c'était pour abonder la discussion qui venait simplement d'avoir lieu, pour dire que si Philippe n'apporte pas de réponse, moi non plus, mais simplement pour vous dire que Xavier Coquille, lors du prochain webinaire du 30 septembre, parlera de transition professionnelle, c'est-à-dire il va expliquer comment, en fait, pour changer de pratique, hein, quand c'est un peu important, eh bien, il faut aussi changer
ses façons de penser, pour faire simple, hein. Enfin, donc, c'est bien du cas par cas, mais ça a un lien avec ces fameuses transitions professionnelles. On change de pratique, on change de paradigme, on ne fait pas que changer les pratiques techniques, on change beaucoup de choses. Voilà, c'était pour dire. Donc, venez au prochain webinaire et reposez la même question. Je vois qu'il y a une question dans le chat, mais je me permets de poser ma question avant, Oui. et puis après, on vous lira la question qu'il y a dans le chat. En fait, moi, la question que je me pose, donc nous ici, on est un public d'instituts techniques, hein, on travaille sur des projets de R&D, sur des questions comme l'a souligné Cécile tout à l'heure, c'est quand même assez souvent technique, et malheureusement, on s'intéresse peu à l'humain, je pense, dans nos projets de R&D. Alors, ça dépend beaucoup des instituts, des personnes, des sensibilités, etc. Et donc, de fait, on mobilise peu ce concept du sens du travail dans nos travaux, et pourtant, en tant qu'institut, on participe probablement à ce sens du travail pour les acteurs à qui on s'adresse. Et est-ce que vous pourriez nous préciser, parce que j'imagine que vous avez vous-même travaillé, enfin déjà avec l'IDEL qui est un institut technique, mais peut-être avec d'autres instituts, en quoi on a un impact sur le sens du travail des agriculteurs, nous en tant qu'institut, dans la manière dont on travaille? Vous êtes aux premières loges pour pouvoir finalement approcher cette question. Parce que la culture, je vous apprends évidemment rien. Dans ce monde agricole, on est vraiment orienté travail, technique, etc. Et donc, les acteurs de proximité, c'est d'abord le technicien lait, c'est le vétérinaire, etc. Et donc, pour le premier regard qui se pose, c'est évidemment pas psychologue ou sociologue ou je ne sais qui. C'est les gens qui interviennent sur les réalités de travail professionnel et qui, mais des fois même un comptable qui a des grandes oreilles et peut se rendre compte que les choses vont de travers et qu'il faut donner l'alerte avant qu'il soit trop tard ou bien que ça ne va pas. Et donc c'est vraiment très important que les spécialistes de la technique ils aient disons dans leur référentiel aussi non seulement le travail mais ceux qui exercent ce travail. Donc vous êtes aux premières loges et vous êtes les premiers représentants finalement de cette ouverture de considération pas de responsabilité, mais de possibilité d'intervention. Moi, en tant que psychologue, j'ai jamais été directement comme ça dans une ferme et poser des questions comme je le ferais quand je suis à l'hôpital. Je préfère demander mais comment ça va vos vaches? S'il me dit elles vont pas bien, donc des fois voilà, c'est une voie d'entrée parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un langage, c'est un savoir, c'est des réalités qui comptent d'abord, et donc c'est par là qu'il y a moyen effectivement de prendre en considération ceux qui font le travail, leur santé et qui restent dans le métier plutôt que de partir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous êtes le levier pour ces sujets. Merci pour votre réponse. Il y a une dernière question. Alors c'est en lien avec la conversation, enfin les échanges qu'il y avait tout à l'heure. Et donc, la personne demande, est-ce que vous aviez pu avoir des retours d'opérateurs économiques? Alors, tout à l'heure, on parlait des pouvoirs publics, mais là, c'est plutôt du côté des opérateurs économiques, industrie coopérative laitière, par exemple, qui entendraient cela, donc l'importance de l'autonomie, par exemple, dans le sens du travail, voilà, et qui reverraient leur désir de normer les systèmes pour organiser la production et la collecte. Oui, les groupements professionnels, il y en a quand même beaucoup qui sont très attentifs à ça. Alors il se trouve que, non, j'ai pas moi fait ce travail particulier avec eux, mais bon, dans le cadre du RMT, il y a beaucoup de retours effectivement très appréciés sur l'élargissement des compétences qui étaient techniques. Donc là, j'ai cité Cuma, et il y en a d'autres et qui, rejoignant ce que je vous ai dit juste avant, effectivement, souhaitent ne pas s'en tenir à la gestion économique de l'entreprise, même si c'est le langage que l'on peut tenir pour approcher les situations, et donc qui sont conscients quand même de la dynamique dont ils sont porteurs. C'est pour ça que j'ai insisté quand même là dans la présentation sur ce niveau intermédiaire de la construction du sens, où ces organismes, comme vous, comme d'autres, sont
sont décisifs pour, disons collectivement, pour emmener dans les réflexions sur les pratiques, sur l'éthique, sur les choix finalement, et puis les discussions, les collaborations, penser, créer, innover, etc. Donc c'est eux qui sont le vecteur, ces niveaux intermédiaires, parce qu'ils sont proches, c'est des professionnels qui connaissent les questions et qui cherchent des réponses. Donc il y a certains retours, enfin il y a des retours quand même très positifs, effectivement. Merci beaucoup, mais je crois qu'on n'a plus trop de questions. Du coup, je te laisse la parole, Sophie, pour la conclusion. Oui, je ne sais pas si je peux conclure. En tout cas, merci beaucoup déjà à Philippe pour ton intervention. Désolée pour les petits problèmes de connexion. Merci à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas non plus pour les 2 webinaires suivants le 30 septembre à 14 heures, notamment sur les questions de transition professionnelle, et celui du 13 novembre à 14 heures aussi sur transition agroécologique et conditions de travail, avec la présentation par Gwendoline de Déclic Travail. Merci à tous et à bientôt, donc à dans 15 jours. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.